Hostage, take the sick mind for hostage. Hostage, I ran for shelter, but I got here. Nous ne savions pas qu'elle était si ancienne. Jusqu'au jour où un journaliste, Mike Dunstan, a commencé à enquêter. Il a pu interroger d'anciens pompiers, alors nonagénaires, qui lui ont confirmé que l'ampoule avait brillé sans interruption depuis 1901. 109 ans qu'elle éclaire, et ça continue. Une webcam diffuse l'image de l'ampoule de Livermore 24 heures sur 24 sur Internet. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à 2 webcams. En 1940, DuPont, le géant de la chimie, lance une fibre synthétique révolutionnaire, le nylon. Les filles font de longues queues pour acheter ces nouveaux battraits résistants. J'ai ici une photo de moi en collant. Les bas étaient incontournables dans les années 50-60. Il était inimaginable de ne pas en porter. Sortir sans bas aurait été très choquant. C'était un énorme progrès de fabriquer des bas résistants, mais cela ne durera pas très longtemps. Avant et après la guerre, mon père travaillait chez DuPont, au département nylon. Et il m'a raconté comment ils avaient testé le nylon pour en faire des bas. Les hommes de son département emportaient des bas à la maison pour les faire tester par leurs femmes ou leurs petites amies. Mon père a fait de même. Et ma mère était ravie avec les premiers bas qu'elle avait testés, parce qu'ils étaient tellement résistants. Les chimistes avaient toutes les raisons d'être fiers de leur trouvaille. Même les hommes vantaient les mérites des bas en nylon. Le problème, c'est que les bas, ça marchait trop bien, parce qu'ils étaient trop résistants. Les femmes étaient très contentes, parce qu'ils ne filaient pas. Mais les fabricants qui les produisaient en vendaient forcément moins. DuPont donna de nouvelles instructions au père de Nicole Fox et à ses collègues. Les employés de son département ont dû se remettre à l'ouvrage pour essayer de faire des fibres plus fragiles, de façon à ce que les bas filent plus souvent et ne durent pas si longtemps. Notre premier film à succès était un film sur l'iPod. J'étais complètement fauché, et quand j'ai acheté cet iPod, il coûtait dans les 400-500 $. Environ 8 ou 12 mois plus tard, la batterie est tombée en panne. J'ai appelé Apple pour qu'il la remplace, et leur politique à l'époque était de dire à leurs clients d'acheter un nouvel iPod. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. It wasn't that the battery died that was annoying. Que la batterie soit morte ne m'embêtait pas, car quand la batterie de mon portable Nokia ou de mon ordinateur portable Apple ne marche plus, je peux les remplacer.
Mais avec l'iPod, qui n'était pas donné, si la batterie lâchait, c'était l'appareil tout entier que l'on devait remplacer. Une pièce de l'imprimante ne fonctionne plus. Le fabricant dirige Marcos vers le service après-vente. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, però aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, Ce n'est nullement une coïncidence si les vendeurs suggèrent tous d'acheter une nouvelle imprimante. S'il accepte, Marcos deviendra une victime de plus de l'obsolescence programmée. Le mécanisme secret situé au cœur de notre société de consommation. Bien le bonjour, je me présente, je suis le professeur Apple Smith et je vous remercie de m'accueillir dans votre classe ici dans ces conditions spéciales liées à ce coronavirus. Petite chose, je vous prierai, monsieur le délégué Sébastien, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien que vous vous teniez un petit peu tranquille. Mademoiselle Lambert, voulez-vous bien rire moins fort? Merci. Eh bien, j'ai été invité aujourd'hui pour vous présenter un petit module sur l'économie de marché. Quelqu'un connaît l'économie de marché? Oui, tout le monde en a déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment dans notre monde à l'heure actuelle? En quoi l'obsolescence programmée est en lien avec le phénomène de croissance économique et le libre marché? Alors, le graphique. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, les courbes depuis 1850 sont clairement vers le haut. La croissance est une représentation du produit intérieur brut par habitant. C'est-à-dire que c'est la quantité de richesse créée par une personne sur une année, équivalent dollar de l'année 1990, car l'argent change de valeur avec le temps. On peut facilement se rendre compte avec un peu de sens logique que ces courbes ne pourront pas monter indéfiniment. Il faudra bien un jour que toutes ces choses commencent à diminuer, ou au moins à se stabiliser. Pour continuer sur les graphiques, je vous présente la loi de l'offre et de la demande. Comme vous pouvez le constater, plus il y a de l'offre, donc des produits qui sont fabriqués, moins il y a en proportion de gens qui veulent les acheter. Pour un petit pain, s'il y a une personne, très bien. S'il y a une personne pour 10 000 petits pains, l'offre est beaucoup trop élevée. À l'inverse, si 10 000 personnes veulent acheter un seul petit pain, le prix va obligatoirement crever le plafond et plus personne ne pourra s'acheter un petit pain. Donc l'idéal est de rester dans une valeur entre deux, mais si l'on veut tout de même augmenter l'offre pour gagner plus d'argent, il faut augmenter la demande, et c'est là que je repasse la parole à Gregory pour vous parler de marketing et de design, ce qui est la stratégie principale et qui est plutôt vieille, comme vous le verrez, pour vendre encore et toujours plus. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous aurez trouvé de l'intérêt à ces théories économiques. Adios, classe YC2A.
l'obsolescence programmée a émergé en même temps que la production en série et la société de consommation. La question des produits fabriqués pour durer moins longtemps a commencé avec la révolution industrielle. Les nouvelles machines produisaient des marchandises beaucoup moins chères, ce qui était très bien pour les consommateurs. Mais ils ne pouvaient pas suivre le rythme des machines. Il y avait un excès de production. Avec la production en série, les prix ont baissé et de nombreux produits sont devenus plus abordables. Mais les fabricants s'inquiétaient de savoir si le filon allait durer encore longtemps. Que se passerait-il une fois que le consommateur aurait satisfait tous ses besoins? Déjà en 1928, un influent magazine de publicité déclarait « Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires ». Pour battre Ford, General Motors a choisi une stratégie complètement nouvelle, imaginée par son président Alfred Sloan. Au lieu de concevoir la nouvelle Chevrolet comme le modèle T, aussi fiable et robuste, Sloan lui a fait subir une transformation radicale, essentiellement esthétique. Sloan l'a paré d'une nouvelle robe et d'un nouveau rouge à lèvres et il l'a mise sur le marché à un prix légèrement inférieur à la Ford T. Comme elle était plus jolie, la Chevrolet s'est vendue comme des petits pains. Sloan a compris qu'il ne battrait pas Ford sur le terrain de la mécanique, mais plutôt sur celui du design. Sloan a créé le concept du modèle annuel avec différentes gammes de couleurs, de formes et de tailles. Son but, encourager le consommateur à changer de voiture tous les 3 ans. Sometimes you gotta give things up. Sometimes you better not let go. 'Cause I need to know when I'm down and in trouble. Jump in the water, jump in the water.